En Bretagne, on a coutume de dire qu'on va passer 4 saisons en une journée. Mais ce ne sont pas les caprices de la météo qui protègent des foules estivales la rivière d'Etel, ce sanctuaire naturel niché dans les côtes du Morbihan. D'abord, il y a le pont Lauroy. En effet, depuis qu'il a été reconstruit au ras de l'eau, les voiliers et les gros bateaux à moteur sont interdits de séjour. De plus, ceux qui ont l'habitude de fréquenter cet endroit savent comme il est bien gardé. D'ailleurs, quand ils tentent une entrée dans la rivière, le premier truc qui leur vient à l'esprit, c'est « pourvu que Josiane soit là ». Impossible qu'elle n'y soit pas dans son sémaphore. C'est elle l'ange gardien de cet endroit tant redouté. Ce qu'elle observe derrière ces grosses jumelles, ce sont les bancs de sable qui évoluent à l'embouchure de la Ria et qui rendent dangereuse toute navigation. Car lorsque la marée descend, ces bancs donnent naissance à des rouleaux suffisamment puissants pour mettre en difficulté une embarcation. C'est une véritable machine à laver pour qui s'y laisse prendre. Et tous les ans, on déplore des accidents parfois mortels. Dépression 1002 hectopascal au sud de l'Irlande, se déplaçant vers Le sémaphore d'Etel est une histoire de famille. Josiane a succédé à son père en le regardant faire. Aujourd'hui, à l'approche de la retraite, elle s'apprête à son tour à passer la main. Et c'est naturellement en imitant sa maman qu'Andréane a appris à tourner la manivelle qui commande la signalisation et à décortiquer les bulletins de la météo marine. Inutile de vous dire que moi, j'oserais jamais franchir la barre sans le feu vert de Josiane, c'est-à-dire tant qu'elle n'a pas levé la flèche rouge qui indique la route pour naviguer en toute sécurité. D'ailleurs, mieux vaut aussi l'appeler avant d'essayer de quitter la rivière. C'est plus prudent, même si vous voulez juste aller jouer un peu dans les vagues. Alors, vous, navigateurs téméraires qui m'écoutez, retenez bien une chose. Si la flèche est dans cette position, comme ça, là, à l'horizontale, c'est que la sémaphoriste a fermé la rivière. Et de toute façon, faut jamais essayer de désobéir à Josiane. S'il est mille et une façons de découvrir la Bretagne, c'est en chemin de fer que je vous recommande de suivre les méandres des gorges du Trieux dans les Côtes d'Armor. D'abord parce que quand l'occasion se présente, il faut jamais oublier d'honorer les anciens, n'est-ce pas? Non, là, je parle pas de vous les gars, mais de votre locomotive. Ah, une traction comme celle-là, il y en a qu'une seule en France. Non, franchement, vous trouvez pas qu'il est magnifique ce cheval de fer, lustré et élégant dans son voile vaporeux? Un somptueux vestige des voyages d'antan. Mais si le train a laissé ici cette empreinte historique, c'est parce que la région demeure très attachée à son passé cheminot. J'en veux pour preuve certaines traces qu'il a laissées et qui défrayent encore la chronique. Du côté de Saint-Brieuc, par exemple, voici ce qu'on appelle la cité baby. Enfin, la petite cité, quoi. C'est cette colonie de cabanons accrochés à la falaise et qui ouvrent chaque été leurs fenêtres sur les visages des héritiers du Front populaire, puisqu'ils ont fait leur apparition au lendemain des accords de Matignon en 1936. En bref, c'est pour goûter aux congés payés que nos cheminots se sont installés ici. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, pour bien montrer que ces cabanons appartenaient aux gars du rail, y était perché un vieux wagon aménagé. Mais il est parti à la casse et petit à petit, dans son sillage, il y a des risques que les cabanons finissent par prendre le même chemin. C'est encore un effet de la loi littorale. Aucune construction n'est autorisée dans la fameuse bande des 100 mètres. Et comme chacun sait, rien ne résiste aux arrêtés préfectoraux. Seulement voilà, maintenant des associations se sont mobilisées pour militer en faveur de ces cabanons, qui représentent au final un acquis social ou un régime spécial, appelez-le comme vous voulez. L'Aune est un long fleuve tranquille que rien ne perturbe. Et il faut en faire des kilomètres pour trouver enfin un pont qui relie le Finistère Nord à la presqu'île de Crozon. D'ailleurs, c'est une sacrée histoire que celle qu'a vécue ce pont de Térénèse. Inauguré en 1925 après 12 ans de travaux, il a été détruit par les Allemands en déroute au moment de la libération en 1944. 8 ans plus tard, on finit par le reconstruire sur ses bases d'origine et on en fait ce qui passe alors pour le plus beau pont d'Europe. Mais voilà qu'à l'orée des années 90, la petite merveille commence à montrer des signes de faiblesse. Regardez-moi tous ces pansements. En effet, des fissures sont apparues sur les piliers et un premier bilan de santé conclut à une alcali-réaction, plus communément appelée cancer du béton. On préconise alors un traitement de choc. Et du coup, depuis 1996, il est, comme qui dirait, en soins intensifs. Enfin, sous perf de béton si vous préférez. Pourtant, rien n'y fait, la maladie est incurable.
Alors on a décidé d'abattre ce pauvre édifice et d'en élever un autre à côté. Ben oui, en attendant, il faut bien que ça circule, hein. Mais je vous rassure, c'est sans danger. Ils font des tests tout le temps. Du haut de leurs 70 mètres, les vieux piliers lézardés du pont de Térénèse assistent à l'élaboration des toutes dernières méthodes de construction qui devront faire du nouvel ouvrage une véritable œuvre d'art. Heureusement, une partie du vieux pont sera conservée pour jouer un rôle de belvédère. Ceci pour la plus grande joie des touristes qui, on s'en doute, viendront du monde entier admirer les lignes futuristes du nouveau pont de Térénèse. Bref, l'eau ne devrait plus bien longtemps rester ce long fleuve tranquille que vous voyez là. Les allants des Vénèques, ça devrait un peu distraire ces vieux navires de guerre échoués dans leur cimetière au fond de l'estuaire. Et quand vous visiterez le nouveau belvédère du pont de Térénèse, passez donc saluer ce vieux briscard des mers qu'est le croiseur Colbert. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve pas très festive, hein, cette rade de l'Orient. Désolée, hein, mais je vous rappelle quand même que c'est un cadeau de nos petits camarades allemands qui l'ont fabriqué en 41 pour y planquer leur fameux sous-marin U-Boat. Ah, ils y ont pas été de main morte, hein. 7,50 m de béton ils ont collé sur le toit de ces bunkers. Que même les Alliés n'ont pas réussi à les détruire, c'est vous dire. Trop dommage, hein, parce qu'il y en aurait eu des choses à faire à l'entrée de ce port. Enfin, ça n'empêche pas l'Orient d'être aujourd'hui l'un des plus grands bastions de la voile. J'en veux pour preuve la présence de cette splendeur, le Tara. J'avoue avoir un petit faible pour ce voilier d'exploration construit par Jean-Louis Etienne. Figurez-vous qu'il a spécialement été conçu pour se faire prendre par les glaces. Je m'explique. En fait, dès qu'il sent qu'il va se faire écraser, il monte tout seul sur la banquise. Un peu comme une olive qui glisse des doigts si on la serre trop, voyez ? Bon, évidemment, le problème, c'est qu'une fois qu'il est dessus, faut juste qu'il attende que ça fonde pour repartir. Dans le genre sophistiqué, regardez-moi aussi la fluidité des lignes de ce bâtiment. C'est la cité de la voile Éric Tabarly. Ce chef-d'œuvre d'architecture moderne a été fini tout récemment, en mai 2008. Il a été scrupuleusement construit selon la norme HQE, c'est-à-dire de haute qualité environnementale. Ce qui célèbre, souhaitons-le, l'entrée de la plaisance dans le cercle vertueux de l'éco-construction. Vaste programme dont le chemin à parcourir est à l'image de cette cité de la voile qui tente un peu toute seule, faut bien le dire, de faire oublier l'écrasante domination du béton armé. Et pour motiver les troupes, quoi de mieux que d'embarquer les touristes l'espace d'une visite dans cette aventure de la voile moderne et de la course au large. C'est là toute la vocation de la Cité de la Voile. Mais que serait une expérience pareille sans finir la visite par un petit coup de bateau ? Car après tout, l'ambition secrète de Tabarly n'était-elle pas de vouloir faire vivre la mer au plus grand nombre ? Allez, ça vous dit un petit bord à la gîte là, au pré-serré, histoire de vous aérer un peu ? Il y a des plaisirs masochistes comme ça qu'on a un peu de mal à comprendre. Genre patauger les pieds dans la vase en s'échinant à pêcher coquillages et crustacés sur la plage abandonnée. Mais quelle idée ! Eh bien, c'est tout simplement parce que cet estran, comme on dit, est étrangement généreux et que du coup, certains ont voulu en faire leur jardin. Non pas pour y voir pousser des algues, mais pour y cultiver des huîtres. D'ailleurs, je tiens le pari qu'ils vous diront tous qu'il n'y en a pas de meilleur ici-bas. Quand on sait tout le mal qui se donne pour entretenir ces hectares de parc du Coureau de Marennes-Oléron, c'est vrai qu'on regarde d'un autre œil l'huître qu'on va gober d'un trait le soir du réveillon. Donc, mon coup de cœur se porte vers ces ostréiculteurs qui doivent, été comme hiver, s'enfoncer jusqu'à la taille pour déplacer leurs pochons ou entretenir les parcelles à demi immergées qui s'étendent. Ah non, plus fini. Et quand ce travail est terminé, il faut encore s'occuper des clairs. Vous savez, ces marais salants reconvertis pour rehausser l'huître de ce petit goût de noisette et peindre son manteau de cette belle couleur verte. C'est ce qu'on appelle l'art de l'affinage. Il paraît que les meilleures sont les pousses en clair, c'est-à-dire celles qui passent 6 mois au lieu de 2 dans ces marais où elles ont toute la place d'étaler leurs petits doigts de pied en éventail. Figurez-vous qu'elles ne sont que 3 par mètre carré. La vie de ces ostréiculteurs est une véritable course contre la montre. Eh ben oui, l'idée c'est quand même qu'elle arrive fraîche et vivante dans nos estomacs, l'huître. Mais il faut 3 ans et demi pour en élever une. 3 ans et demi durant lesquels elle ne va pas arrêter de se faire papouiller, collecter, dédoubler, gratter, étaler, détroquer, je vous en passe, et des meilleurs. Bref, jamais un coquillage n'aurait été autant bichonné. Et si les huîtres d'Oléron arrivent toujours à temps pour ravir nos palais, c'est qu'autour d'elles, c'est clair,
tout est rigoureusement orchestré. Ça, j'en sais quelque chose parce que j'ai tout vu. Regardez, c'est moi là, juste en dessous. Youhou! Une drôle d'histoire que cette plage qui se prend pour une montagne. Avec ses 105 mètres d'altitude, elle n'a évidemment pas la prétention de rivaliser avec nos alpages. Mais elle peut quand même s'enorgueillir d'être la plus haute dune d'Europe. Du sommet, la vue est imprenable. Elle offre un panorama vertigineux à la fois sur les kilomètres de plage de la côte landaise et aussi sur la plus vaste langue de sable du littoral girondin, le banc d'Arguin. Ce phénomène géologique s'explique quand on le voit du ciel. Regardez, c'est la force des courants marins qui, en jouant avec ce banc de sable, façonnent cette splendeur. Mais en même temps, il y a aussi le vent. Il a beau faire le bonheur des voileux, il n'empêche qu'il s'acharne un peu trop sur cette malheureuse dune qui n'en peut plus de devoir se retrancher à l'intérieur des terres pour ne pas finir complètement ratatinée. En face du banc d'Arguin et de la dune du Pilat, la pointe du Cap Ferret subit un peu le même sort. À force de céder aux assauts répétés de courants insidieux, elle a déjà reculé d'1 kilomètre en moins de 70 ans. Du coup, maintenant, il faut agir vite et tous les moyens sont bons pour sauver ce qu'on a de plus précieux. L'érosion aurait pu causer bien plus de dégâts si un homme n'avait soudain décidé de se lancer dans ce terrible combat solitaire contre les éléments. Son arme, une pelleteuse et les gravats fournis par les chantiers de démolition de la région. La mission qu'il s'est fixée, colmater les brèches avec tout ce qu'il peut récupérer avant que son petit paradis ne s'effondre. À ce jour, sous forme de centaines de milliers de tonnes de matériaux, il a déjà jeté une bonne partie de sa fortune à la mer. Il y en a qui disent que ça aurait aussi permis de sauver les lotissements situés à l'arrière du Cap Ferret. Mais d'autres soutiennent le contraire. Enfin ça, c'est une autre histoire. Pour la petite histoire, sachez que si Saint-Malo tient son nom d'un certain Maclot, évêque gallois venu s'y installer vers 500 et des brouettes, sa notoriété, elle, ne date que des premiers échanges commerciaux de la Compagnie des Indes orientales, imaginée par Colbert. Une super aubaine pour les armateurs qui en profitèrent pour se faire construire au bord de la Rance de magnifiques demeures desquelles ils pouvaient détourner discretos certains de leurs bateaux revenus d'Asie afin d'en vider les trésors avant que les percepteurs du roi ne tombent dessus. Bref, on appelle ces petits châteaux des malouinières. Et si elles sont souvent des gouffres pour leurs propriétaires, celle de Montmarin a l'air de pas trop mal s'en sortir, au vu de la luxuriance de ces jardins, conçus pour que de la maison on puisse contempler l'eau de la rivière, mais jamais la vase des marées basses. Bah oui, ça aurait été trop dommage de gâcher la perspective d'un si joli jardin à la française par un gros tas de boue. Sinon, dans le genre, venez voir, j'ai trouvé encore plus sophistiqué au château de la Balue. Bon, c'est vrai que l'architecture est plus austère, mais dans les jardins, on voit tout de suite que l'art de la symétrie à la Le Nôtre a encore fait des ravages sur le végétal, où s'exalte le triomphe de l'ordre et la maîtrise du taille-haie. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est plus du jardinage que ça s'appelle, c'est de la sculpture. Non mais regardez-moi un peu ces espèces d'arborescences en tire-bouchon qu'entourent ces vagues de haies. Faut reconnaître que dans le genre délire, ça fait quand même plus classe que les nains de jardin, non? D'autant que la bonne surprise, c'est qu'au final, le paysagiste a quand même réussi à rompre la monotonie de la symétrie par un genre de jardinage néo-baroque que, personnellement vu d'en haut, je trouve du plus bel effet. Bon, évidemment, à la base, tout ça, c'est plutôt fait pour qu'on aille s'y balader à pied, ne serait-ce que pour éprouver le frisson d'aller se perdre dans ce labyrinthe. Et qui sait, peut-être aussi d'y découvrir les trésors qui ont caché les premiers propriétaires de ces belles malouinières.